Je vais donc démarrer ce webinaire qui va vous présenter les architectures composables et l'impact de sortir d'un monolithe ou de créer une architecture composable pour son e-commerce. Donc à la fois l'état de l'art, mais aussi les frictions qu'on peut rencontrer dans ce type de projet et comment mieux se préparer, comment résoudre en fait ces frictions. Alors je me présente, je suis Gilles Guérand, cofondateur de la société Calliope et directeur technique toujours de Calliope. Je fais ce métier maintenant depuis, plus de 20 ans, voire 25 ans et ce qui m'a donné la chance de traverser un peu toutes les époques. J'ai connu le multimédia, je connais les premiers CMS, les monolithes PHP, l'arrivée du cloud et puis ensuite, l'arrivée du composable, des microservices et cetera. Donc ça me permet d'avoir un regard, un peu éclairé quand même, malgré tout, avec un bon retour d'expérience, sur toutes ces époques, et de rester lucide sur les avantages et les inconvénients des différents types d'architecture et en restant agnostique le plus possible. Alors Calliope, c'est quoi? La société, existe depuis donc 23-24 ans maintenant, à l'époque où je l'ai créée. On est à peu près 130 collaborateurs entre la France et la Pologne et on fournit à des grands comptes, tous les services autour du digital qui vont du conseil, au développement de plateformes web, mobiles et e-commerce. Les sujets autour de l'IA et la data, très à la mode actuellement, et également une activité cloud DevOps. L'écosystème technologique qui, nous utilisons, maintenant depuis, quelques années, qui donne une légitimité à ce retour d'expérience, hem, c'est, un écosystème technique très porté autour, du full stack JavaScript, j'allais dire, heu, du coup des solutions headless type, CMS, e-commerce headless, des architectures type microservices, mais également tout ce qui est autour du cloud, Kubernetes, containerisation, déploiement sur les clouds, pas un cloud en particulier, on traite autant du AWS que GCP, que Azure, que Scaleway, et cetera. Nos clients, pour en terminer avec la présentation de Calliope et démarrer le sujet, sont très variés un peu dans tous les types d'économies. Ça va du e-commerce, bien sûr, c'est le sujet d'aujourd'hui, notamment ou de l'hospitality, des usines à sites, du compte public, du compte privé. Donc dans le e-commerce notamment, on a accompagné depuis très longtemps, le groupe Interflora, également le groupe Accor, les campings Yellow Village, plus récemment Aromazone, Café Royal, et cetera. Pour qui nous maintenons et le groupe Chronologie également, je peux citer parce que j'ai vu que Gilles était connecté. Au sommaire, un petit tour d'horizon pour comprendre bien la différence et la sémantique autour de monolithes composables et microservices, parce que parfois il y a un chevauchement de compréhension entre les trois, ou parfois des solutions plutôt hybrides qui combinent un peu tous les trois. Donc, si je vais essayer de replacer les bons termes aux bons endroits. Ensuite, l'état de l'art du composable tel qu'on aimerait qu'il soit, tel qu'on le vend habituellement. Et ensuite, dans la vraie vie, comment ça se passe dans les projets, les types de frictions et pourquoi on a des frictions à certains endroits. Et ensuite, je vous ferai une synthèse, une recommandation par rapport à ça. Alors, monolithe, composable, microservice. Déjà bien comprendre la nuance entre les trois. Monolithe, je pense que dans ce métier, on a à peu près tous connu les monolithes PHP. C'est les premiers qui sont arrivés dans le digital. Les Drupal, les WordPress, les Magento, les PrestaShop, les Sidious, etc. Qui ont tous la même promesse du tout en un. Donc, j'installe quelque part ce logiciel où je le fais héberger par un tiers et j'ai un front office et un back office. Le front office, je vais pouvoir le customiser, rajouter des feuilles de style, des plugins, etc. Le back office me donne un panel de fonctionnalités, de possibilités pour moi-même opérer un maximum de personnalisation avec le moins de code possible. Donc, généralement, on va gérer des produits, on va gérer de la gestion de contenu, on va pouvoir gérer des promotions, les stocks, la liste des commandes, suivre les shipping, les règles de promotion, les règles de tarification pour les livraisons, du B2C, du B2B avec des comptes entreprises, etc. Donc, voilà, chaque solution y va dans sa roadmap de rajouter des fonctionnalités et tout ce qu'on vient créer de nouveau au fil des années vient s'agréger sur ce monolithe. C'est pour ça qu'on dit monolithe, parce que c'est un tout en un. On ne peut pas le dissocier, le découper. Il va grossir, grossir, et on ne peut pas enlever juste un morceau ou le remplacer un bout par un autre.
Même si la plupart des monolithes ont créé des plugins, des connecteurs avec le temps vers des solutions tiers, mais qui transitent toujours vers le monolithe. Donc, par exemple, un monolithe type Magento a besoin d'avoir toute l'information dans son système. Donc, il faut tout importer, tout dupliquer, les produits, les prix, les stocks, etc. Parce qu'il en a besoin, Magento, pour gérer le front-end, vu que c'est lui qui fait le front. Alors, on parlait des monolithes PHP, mais il existe aussi des monolithes SaaS, en fait, des outils euh, sur abonnement hein, qu'on vient utiliser sur du cloud, type un Shopify, par exemple, qui est aussi un monolithe. C'est-à-dire c'est aussi un outil SaaS qui va nous proposer une boîte à outils pour tout faire. Back office, front office. Front office à partir d'un thème, c'est Shopify qui va l'héberger, qui va nous permettre de le customiser, etc. Mais tout transite par Shopify et dans la place de marché, trouver des plugins pour connecter Shopify avec, avec d'autres systèmes. Mais on peut aussi parler de monolithe ici, c'est-à-dire que le jour où, avec un Shopify, on n'est plus satisfait, on a besoin d'aller sur une autre solution, il faut tout migrer. On ne peut pas juste prendre un bout. Voilà, alors le composable, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le best of breed. Aller chercher les meilleures solutions unitaires qui font qu'une seule chose. Prendre que le meilleur CMS, le meilleur commerce, le meilleur PIM, le meilleur moteur de recherche, le meilleur moteur de promotion ou de fidélité, de loyalty, le meilleur front-end ou système front-end ou framework front-end, de les prendre pour ceux qu'ils sont, qui font bien, qui font généralement toujours un tout petit peu mieux que le reste du monde parce qu'ils se sont très spécialisés dans une seule fonctionnalité. Et on va construire une architecture qui vient composer avec tout ça. Donc ici, je vous ai mis un classique qu'on peut trouver dans le composable de façon très théorique, un front-end en Vue ou en React. Hein, on verra après qu'il y a d'autres possibilités. À droite, des solutions type e-commerce comme Commerce Tools, BigCommerce, Shopify en mode headless API. Il en existe d'autres. Un CMS type Strapi, Contentful, Payload et Content Stack. Voilà, il en existe d'autres aussi. On va venir brancher ces API legacy, son ERP qui est toujours là depuis des années, qui fait sa vie et qui ne peut pas être décommissionné, qui va de toute façon assurer d'autres fonctions que la pure digitale, comme des fonctions sur des boutiques physiques par exemple, des gestions d'entrepôts, etc. Des moteurs de recherche open source chez Algolia, mais il en existe, j'aurais pu citer Milisearch, DoFinder, etc. Base de données, des systèmes de cache dont on va avoir besoin sur les parties centrales que je vais aborder ensuite. Et cette partie centrale qui est souvent la glue entre les front-ends à gauche et toutes les API, toutes les fonctionnalités à droite qu'on va éviter de faire dialoguer en direct de point à point parce que sinon on va recréer un monolithe. Si le front-end vient dialoguer en direct avec les CMS, les e-commerce, la recherche, etc., 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 quelque part on recrée une dépendance forte entre le front-end et le back-end et on refait un monolithe. C'est juste qu'on a distribué on a fait un monolithe composable, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on a toujours un élément du milieu qui est là pour venir brancher, débrancher les systèmes pour pouvoir changer dans le temps un moteur de recherche par un autre sans avoir besoin de casser quoi que ce soit d'autre, au même titre que tous les autres mécanismes du composable. Je viendrai tout à l'heure sur un schéma plus réaliste que cette vision utopique. Microservices. Alors, pour revenir, pourquoi généralement on fait du composable par rapport à du monolithe? La motivation principale, généralement, c'est souvent qu'on avait déjà un monolithe. J'ai rarement vu des projets qui commencent directement par du composable. Généralement, il y a toujours eu un historique avec un monolithe avant et puis un plafond de verre qui a été atteint pour X raisons. Une accumulation de dettes techniques dans le temps, par exemple. Ça peut être du multimarque qui devient compliqué avec un monolithe. Ça peut être de l'international ou globalement beaucoup de spécifiques de développement sur mesure qui sont nécessaires parce que notre modèle économique diffère trop de ce que propose l'outil et on commence à accumuler beaucoup de sur-mesure dans un monolithe. Et c'est là généralement qu'on ne s'y retrouve plus. Parce que faire du sur-mesure avec un monolithe, on n'a pas la meilleure boîte à outils pour faire du sur-mesure. Ça devient contraignant. Donc c'est souvent ça la motivation d'aller vers du composable et généralement on migre progressivement. Il y a de temps en temps aussi des tentatives de Big Bang où on passe, j'ai vu moi des comptes, hein, ils mettent 2 ans à tout refaire avant de partir en production, puis d'autres c'est plutôt progressif. Alors, microservices, dans quel cas de figure le composable suffit plus? Alors, là, c'est vraiment quand il n'y a rien qui nous convient. C'est-à-dire,
à la fois en termes de scalabilité, on a un produit qui commence à aller à l'international avec une présence Asie, Amérique, où il faut déplacer notre back-end dans diverses zones mondiales pour servir et adapter au marché chinois, en fait, chacun de nos modèles économiques. Une scalabilité qui devient, on fait un x3 par an, x4 par an en termes de trafic, de volume. Un besoin de scalabilité individuelle. On a besoin que la partie stock, par exemple, au prix, puisse avoir une scalabilité x10, là où le reste du système n'en a pas besoin. Donc, de prendre la petite brique là qui s'appelle Price et elle, de mettre 10 conteneurs en parallèle pour assurer le trafic sur le calcul de prix. Là où sur le produit, ce n'est pas la peine. Donc généralement, cette motivation de microservices, c'est quand vraiment on a franchi un cap et qu'on est devenu un produit cloud SaaS plus vraiment commerce et traditionnel, et qu'on a une couverture internationale avec un trafic et une scalabilité hors norme. Donc on s'adresse généralement à des top 10, top 15 dans nos marchés, et on n'en a pas tellement en France qui ont des besoins de type microservice. Même si à un moment donné, il y a eu une hype autour de ça et certains y sont allés et puis ils sont revenus parfois. On s'est rendu compte que c'était pas fait pour eux. Voilà. On le trouve par contre dans d'autres secteurs que le e-commerce, hein, notamment sur des applications métiers, des back-ends métiers très complexes, très sophistiqués, où ça se justifie tout à fait, où là, il n'y a pas de solution sur étagère à venir brancher. Alors j'avance. Voilà. Dans la vraie vie, un composable plus réaliste serait ça. C'est-à-dire on a un CDN pour gérer son cache, son WAF, son anti-DDoS type Cloudflare, mais ça peut être Fastly ou autre chose. Front-end Vue.js, on a choisi Vue.js. Allez hop, ça aurait pu être React. Mobile, app mobile en React Native. L'élément du milieu qu'on appelle un back for front. Certains vont appeler ça un API gateway ou juste un backend. Nest.js avec Apollo GraphQL, donc du Node.js, histoire d'être JavaScript en front-end et en back-end. J'ai choisi Commerce Tools en e-commerce, Contentful en CMS. J'ai un monolithe, c'est mon ERP, où j'ai pas pu complètement débrancher mon Magento qui continue à faire une fonctionnalité qui est toujours là. Et j'en ai pour un an ou deux à la remplacer, donc je le laisse. Donc j'aurais pu mettre à droite encore un Magento, donc un monolithe qui perdure pour une fonction ou deux fonctions, le temps de pouvoir complètement passer à autre chose. Et j'ai fait des microservices parce que je me suis rendu compte que pour les prix et les stocks, j'ai des calculs de disponibilité à la volée qui sont ultra complexes avec des millions de combinatoires. Ça peut être le cas pour des systèmes de disponibilité réservation quand on est dans l'hôtellerie, par exemple, où là, je vais avoir besoin de microservices. Donc, dans la vraie vie, généralement, quand on dit composable, c'est qu'on compose autant avec des solutions APIsées headless faites pour ça, récentes, que du legacy qu'on essaie de brancher avec du SOAP, du REST, comme on peut, des imports-exports de fichiers parfois, quand il n'y a pas d'API, et quelques microservices ad hoc qui ont été créés pour répondre à des besoins spécifiques de scalabilité. Voilà, ça, c'est à peu près moi, ce que j'ai pu voir dans tous les comptes avec qui j'ai pu travailler aujourd'hui, cette combinaison de 3 générations, legacy, composable, microservices. Je tenais à démystifier aussi un point dans la sémantique entre monolithe et composable, où généralement on perd un peu la vision quand on attaque le sujet du front-end. Sur le front-end, on voit des e-commerce où c'est le e-commerce qui porte le front-end. Et ce e-commerce, par exemple en Shopify, viendrait se brancher à un CMS externe mode headless, type Contentful Strapi, et on peut avoir l'impression que c'est un hybride composable. Ça reste quand même du monolithe, d'après moi, dans le sens où le front-end est porté par la solution e-commerce et qu'on n'a pas d'indépendance entre le front et le back. On n'est pas dans un mode headless et tout ce qu'on va faire sur le back va avoir un impact front et vice-versa. Et le CMS qu'on a branché à Shopify, on l'a branché que à Shopify. On ne pourra pas facilement réexploiter le contenu qu'on a créé vers un autre e-commerce dans le futur. Parce qu'il a été un peu typé et un peu pour être compatible et branché à Shopify. À l'inverse, on voit parfois c'est le CMS qui porte le front, type un Drupal ou un Adobe Experience Manager, qui porte le front et qui vient brancher les API commerce. Souvent, c'est des histoires d'historique, d'ADN et d'historique entre les entreprises qui sont d'abord vraiment CMS et puis qui se mettent à faire du commerce, ou à l'inverse, ceux qui sont commerce et qui commencent à vouloir avoir besoin de pages éditoriales, de gérer le SEO, du contenu plus riche.
Mais c'est la même situation, ça reste un monolithe qui se branche avec des connecteurs, mais il y a un couplage quand même très très fort entre la solution CMS et le reste du monde, donc ça reste un monolithe qui sera très difficile à débrancher, rebrancher. Une autre situation que j'attribue aussi à du monolithe, c'était une tendance qui a eu quelques temps sur le commerce, de storefront sur étagère, c'est-à-dire des frontends de commerce qui nous fournissent une listing de produits, des fiches produits, des paniers, etc., qui ont la réputation de pouvoir être branchés sur des backends de commerce. Comme ça, plug and play. Type Alokai, avant ça s'appelait Vue Storefront, ou Hydrogen, c'est celui que propose Shopify en React, pour se brancher au backend de Shopify. Mais en vrai, ce Hydrogen de Shopify ne se branche pas à autre chose que Shopify. Le Vue Storefront Alokai se branche difficilement à autre chose que Magento. Donc, ça reste des monolithes où, voilà, passer à autre chose, ça veut dire tout refaire. On gardera rarement juste le front pour brancher le front à notre e-commerce, par exemple. Et à droite, ça, c'est le composable tel qu'on l'entend, c'est-à-dire un découplage strict entre déjà les front-ends et les back-ends en mode headless, et que chaque solution soit interchangeable, qu'on puisse vraiment dire, oui, je peux garder mon front-end et changer un élément. Voilà, j'avance. Petit cas particulier de Shopify, souvent je suis interrogé là-dessus parce qu'on me dit, mais si Shopify c'est headless aussi, mais si, regarde, avec Hydrogène, c'est pareil, tu as quand même du React, etc. Donc c'est un peu confus de comprendre que Shopify propose trois modes en fait d'intégration. Le mode pur monolithique avec du front-end avec un thème qu'on vient acheter ou télécharger et adapter avec le langage qui s'appelle Liquid, qui est un moteur de template pour faire l'HTML. Et, ou alors avec React, qui généralement est juste une alternative monolithique, mais c'est reste une alternative pour les développeurs front-end qui n'aiment pas ce que propose Shopify par défaut, qui ont envie de faire du React, parce que c'est ce qu'ils ont appris à l'école et que font leurs collègues, et que c'est plus à la mode. Et aussi, on peut utiliser Shopify à droite comme du pur headless dans ce cas-là. Et là, on peut vraiment dire qu'on est dans du composable et qu'on est dans du headless. Mais c'est un des rares Shopify qui est vraiment mature sur un peu toute la chaîne. Voilà, j'ai fait un petit comparatif force et faiblesse. C'est aussi l'histoire de dire qu'il n'y a pas un modèle qui est forcément mieux qu'un autre. Ils rendent tous des services à des moments différents, généralement, de la roadmap d'une entreprise. Souvent, c'est les entreprises à gros succès qui finissent CAC 40, top mondial, Nasdaq, etc., généralement font monolithe, composable, microservice, où ils n'ont pas le temps du composable, ils passent directement de monolithe à microservice. Mais beaucoup d'entreprises restent monolithes et ça suffit par rapport à leur modèle économique, voilà, parce qu'ils n'ont pas l'ambition d'être le futur Spotify ou Google. Et certaines sont mitigées entre monolithe et composable. Il y a des plafonds de verre du monolithe, donc ils essaient le composable, mais parfois le composable est douloureux aussi, donc ils reviennent au monolithe. Voilà. Bon. Allez, j'avance là-dessus. Je vais me concentrer ensuite justement sur les, pas forcément, c'est mal nommé les faiblesses, c'est plutôt les frictions, les difficultés en fait du composable, ce que j'ai pu observer sur le terrain, qui ont souvent été parfois un peu sous-estimés ou pas assez préparés dans des projets de type composable et qui ont posé des difficultés. L'état de l'art du composable, donc je reviens sur la picture idéale telle qu'on l'envisage avant de démarrer un projet. C'est comme ça qu'on le voit, on le revoit, j'ai rajouté plus de logos encore parce que oui, il va falloir des outils pour gérer le PSP là, pour le paiement, des outils marketing pour avoir des formulaires de collecte de leads, de l'automation d'envoi de SMS, etc. Donc voilà, c'est pas que le commerce et le CMS, il y a aussi tout un benchmark de solutions à faire, mais généralement, voilà, ça, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on a dans notre cahier des charges, soit avec un prestataire, soit en interne avec nos équipes, ou les deux, peu importe, et qu'on a pu collecter dans des webinaires comme celui-ci ou d'autres, en disant c'est comme ça que font les meilleurs quand ils font du composable. Le front-end, la littérature nous dit, vous allez choisir entre Vue, React, vous allez créer un design system avec plein de petits composants, plus gros composants qu'on peut réutiliser pour créer nos carousels, nos lames éditoriales, nos fiches produits, nos panneaux latéraux, etc., nos moteurs de recherche. Vous allez documenter dans un storybook pour avoir le catalogue de tous les composants réutilisables. Ensuite, dans le développement, on est juste à dire je prends un bouton, je prends une carte, je n'ai pas besoin de le redévelopper, je m'en sers. Donc ça, c'est l'ambition d'avoir un design system réutilisable utilisant le meilleur des frameworks actuels, comme Tailwind ou ChatCN, peu importe. On va travailler le rendu côté client, côté serveur, pour avoir les meilleurs systèmes de cache possibles, les temps de réponse les plus bas possibles et les meilleurs Web Core Vitals pour scorer au mieux. On va gérer notre CDN, notre cache HTTP pour que le back-end soit protégé au maximum et que les temps de réponse soient les plus bas.
On va exposer un seul endpoint API, une seule API pour le front, pour que cette API puisse servir demain à d'autres choses que le front, par exemple plusieurs marques, mais aussi du mobile, mais aussi des imports-exports, d'autres clients qui voudraient consommer en fait les API. On va utiliser le même langage TypeScript partout, de bout en bout, front-end, back-end. Voilà, ça c'est l'ambition. L'ambition mobile, je passe en 30 secondes. Aujourd'hui, bon, Flutter a un peu moins la cote par rapport à React Native, mais voilà, la littérature nous dit, si vos API sont prêtes, vous allez pouvoir faire une app mobile, vous branchez sur les API sans friction. Et avec React Native, vous avez en plus des développeurs qui vont pouvoir refaire du TypeScript dans l'app mobile. Et les développeurs front web vont aussi faire du mobile et du back-end, et tout le monde va pouvoir contribuer sur tout. Ça, c'est la promesse. Le back for front ou back-end, etc. Donc, pareil, on va utiliser du GraphQL parce que c'est ce qui donne le plus de flexibilité par rapport à REST. Faire des systèmes de cache pour protéger les API. On a notre ERP là qu'on va devoir appeler pour les prix et les stocks. Il faut surtout mettre en cache les données toutes les 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, un jour, on ne sait pas, parce que notre ERP il va pas être capable de supporter du trafic. Donc on va penser au petit Redis qui est en bas là, le logo pour mettre en cache. On va aussi faire du TypeScript, même langage partout. Authentifier les API pour gérer la sécurité à cet endroit-là. Voilà, bon là je vous ai mis le catalogue, le cookbook du parfait petit back for front pour faire du composable. Et j'avance. Et pour héberger le front, parce que quand on fait soi-même du front-end, il faut l'héberger. Il n'est pas fourni dans notre monolithe. Voilà, si on n'est pas dans Shopify Hydrogène ou Shopify par défaut, qu'on veut faire du Vue, du React, il faut l'héberger. Shopify ne nous proposera pas un hébergement. Donc là, il faut aussi faire un choix entre, on a déjà une infrastructure cloud à AWS, GCP, ben, on va l'utiliser, les services managés pour ça. On n'a rien, pourquoi pas prendre un hébergeur de front-end, ça existe, des services qui n'hébergent que du front, comme Vercel, Amplify sur Amazon ou Netlify, que j'ai pas mis là, mais j'aurais pu. Ou alors, on a déjà du Kubernetes, c'est-à-dire du containerisé de bout en bout, avec déjà le RP, avec déjà les équipes internes qui savent opérer en fait ce genre d'infrastructure, qui vont pas accepter qu'on aille héberger ça ailleurs. Donc, on va utiliser les compétences internes et les guidelines et les prérequis internes, voilà, notamment pour être conforme en termes de ce qui est attendu sur la sécurité par l'entreprise. Voilà. Ça, c'est l'état de l'art, le cookbook. Maintenant, on va arriver dans la pratique, ça ressemble à quoi? Dans la pratique, je reviens sur j'ai fait un focus sur 3 points de friction principaux que j'ai pu observer. J'aurais pu en ajouter 3 ou 4 de plus, hein, mais je peux pas, j'ai pas le temps de tous les détailler, donc j'ai pris les plus courants. Les verbatims, qu'est-ce que j'ai entendu de e-commerçants qui sont sur du composable en train de migrer, et cetera. J'ai entendu en 2023, on a tout refait avec un prestataire, avec un cahier des charges, et cetera, et cetera. Et puis là, ça fait 3 ans qu'on refait tout, en fait, de nouveau, bout en bout. Voilà. Ça existe, c'est des verbatims que j'ai entendus. Un autre, c'est un CTO qui nous dit on a commencé à faire notre propre back-end, notre propre interface d'administration, parce qu'on ne trouve pas les fonctionnalités aux bons endroits, ni dans le commerce, ni dans le CMS, on ne sait pas les mettre. On ne sait pas où on doit gérer les redirections, par exemple. Il y a nulle part qui sait gérer des redirections, donc on a fait notre back-office en React. Voilà. Mais peut-être qu'on sous-exploite aussi les solutions SaaS, parce qu'on en a eu 5-6 d'un coup nouvelles, et peut-être qu'on ne comprend pas exactement comment bien les exploiter. D'autres développeurs PHP qui ont connu Magento depuis 15 ans, qui voient les schémas du composable avec tous ces logos, toutes ces technologies, qui prennent peur. C'est-à-dire, oh là là, je lis Headless, GraphQL, React, Next, Kubernetes, j'en tremble de peur. Ça ne va jamais marcher. Ce truc-là est beaucoup trop compliqué. À droite, plus des CEO, des gens du marketing, des CMO. On a recruté un CTO, il a voulu commencer à tout refaire, il a ouvert 5, 6, 7 chantiers, il n'y a rien qui est parti en prod, on est revenu en arrière. Ça, c'est une chose que j'ai entendue. Les gens du marketing, avant, avec notre monolithe, on pouvait gérer le SEO, faire les previews de résultats dans Google, les scorings de qualité de nos taggings, description, machin. On avait un super plugin WordPress qui gère le SEO. Bah, ça a disparu. Donc, on ne sait plus comment le faire. Ou avant, on avait un seul back-office pour tout. Maintenant, on a 4 back-office où on pouvait facilement avoir un gestionnaire de redirection. On fait source, destination, envoyer, ça fait une redirection. Aujourd'hui, il faut mettre un ticket, c'est l'infra qui fait la redirection sur son cloud. C'est les ressentis moi j'ai pu observer en tout cas sur le terrain.
Maintenant, j'en viens à un focus sur quelques frictions. Je vais commencer par le front-end. Pourquoi le front-end? Pourquoi je fais un focus là-dessus? Parce que souvent, c'est celui qu'on me cite en dernier au début d'un projet. Au début d'un projet, généralement, on dit: «Ouais, ça va être compliqué de choisir les solutions, de les synchroniser entre elles». Plein de craintes, de peurs, mais souvent le front-end, mais non, le front-end, c'est l'HTML, des feuilles de style, on a toujours su faire du front-end, présenter des produits, des listings, ça va, enfin, ça a toujours été un métier, réputé, moins complexe que du back-end ou du cloud, par exemple. Hem et ben, c'est une grosse erreur. Parce que qu'est-ce qui se passe sur le front-end? Vous avez, une équipe, alors qu'est-ce qu'on observe déjà sur le front-end, souvent sur les projets? On observe des problèmes de performance. On est sorti du monolithe parce que les front-end, ils étaient lents, on arrive sur du composable, on se rend compte, mais en fait, j'ai pas, tant que ça amélioré mes core vitals, par rapport à ce que j'avais avant. Comment ça se fait? Des problèmes de cache aussi. Avant, tout était instantané, je modifiais quelque chose dans le back office, je le voyais, tout de suite dans le front office. Là, c'est plus le cas, j'ai un délai, j'attends 10 minutes, je sais pas pourquoi. Dette technique. On est en train de me dire qu'on a refait un site il y a 6 mois, 1 an et que déjà il faut, mettre à jour le front-end parce qu'il y a plus Vue 2 mais Vue 3, il y a plus Nuxt 3 mais Nuxt 4 ou React 19, React 20. En fait, tous les 6 mois, il faut faire des montées de version, quoi. Du coup, entre ces montées de version, ces problèmes de dette technique et cetera, bah, on a l'impression que la vélocité, elle est pas folle, et que, on dépense plus qu'avant en fait pour gérer notre roadmap, quoi. Bon. C'est pas tous les clients ou tous les projets, hein. Là, je vous fais le top, la compilation des feedbacks, un peu négatifs qu'on peut voir. Je veux pas vous dissuader de faire du composable, hein, c'est ce qu'on fait nous. Alors comment ça arrive en général? En général, ça peut arriver par des combinaisons de critères. Il y en a pas un en particulier, mais il y a des combinaisons de critères. Pour le front-end en tout cas, généralement, bah, on a sous-estimé, bah, l'expertise de la complexité de ça. On pense que c'est une commodité et qu'on va porter le regard ailleurs et rien décider et laisser faire, les développeurs. Faites comme vous voulez, c'est du front, hein, après tout, bon. Des équipes qui n'ont pas l'expérience, c'est-à-dire des équipes internes, parfois externes chez les prestataires, qui passent de Magento et qui ont 3 mois pour se former pour faire du Vue, du React et qui n'avaient jamais fait, ou un projet personnel, c'est tout. Et puis parfois les modes de contractualisation qui compliquent tout. C'est-à-dire on a fait un cahier des charges, on a mis 6 mois à choisir un prestataire, il y a un forfait dur avec des pénalités, un engagement de résultat, etc. Ça ne va pas amener le prestataire à être focus sur la qualité du front. Tant que ça marche et que visuellement ça tourne, voilà, la tête technique invisible ne sera pas un sujet dans ce mode de contractualisation. Pour vous faire comprendre un peu la vie du front-end à qui on laisse les clés du camion, en gros, vous dites à un prestataire ou un développeur interne, bah, le front, vas-y, fais comme tu veux, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas compliqué. Le dev, lui, il va falloir qu'il choisisse entre un écosystème entre React, Vue, Svelte ou Angular, hein. C'est les 4 aujourd'hui qui dominent notre industrie. React, Vue en premier, mais Svelte, on le trouve aussi chez les e-commerçants, comme chez Decathlon par exemple, ils sont en Svelte. Angular un peu moins, c'est plutôt les applications métiers ou les back-office. Ok, j'ai choisi un framework pour générer mes pages. Mais ça suffit pas, il va falloir que je trouve quelque chose aussi pour générer les pages côté serveur, les rendus serveurs pour être des pages que je vais pouvoir mettre derrière un cache, pour le SEO, pour les temps de réponse, etc. Donc là, nouveau framework. Donc Next, c'est pour React, Nuxt, c'est pour Vue, etc., etc. Mais ça suffit pas. Il va aussi falloir choisir un framework plus global, une stratégie. Est-ce que je vais générer des sites statiques, des e-commerce statiques, des pages produits statiques, etc., etc. Et tout ce qui est dynamique, il fait côté navigateur. C'est le plus performant, donc je vais commencer à regarder du Gatsby, du Hugo, du Astro, du Next, du Nuxt qui savent faire ça aussi. Je vais faire un choix, parce que j'ai carte blanche, je choisis là-dedans, allez, moi ça sera Gatsby, je vais prendre ça. Allez, React, Next ou React Gatsby. Voilà, carte blanche. J'ai carte blanche aussi pour la partie style, comment je vais styler mes composants, mes boutons, mes images, etc. Et là, c'est la fête. J'ai des composants avec déjà du style, j'ai des composants sans style que je vais pouvoir combiner avec autre chose. Choix infini. Mais je vais devoir quand même choisir et j'ai pas un directeur technique qui va venir me proposer quelque chose ou me conseiller. Je suis livré à moi-même en tant que développeur front. Et ça suffit pas parce qu'il y a aussi une boîte à outils. Est-ce que je fais du TypeScript ou du pur JavaScript? Storybook, je l'ai évoqué tout à l'heure pour documenter mes composants, est-ce que je m'en sers ou pas? Ça va me rajouter du temps de travail, est-ce que j'accepte ce temps de travail ou mon équipe projet va accepter, je passe un peu de temps à documenter mes composants.
Des tests, parce que je fais des tests unitaires, fonctionnels avec Jest, Playwright, voilà, qui sont des outils de test. Je vais choisir ce que je fais en test avec quel outil. Pour le front, hein, toujours, je ne parle pas du back. Et comment j'héberge mon front? Question de tout à l'heure, je sais qu'il existe du Vercel, Netlify, maintenant Cloudflare le propose aussi. Je ne sais pas trop les différences entre chacun. On me demande conseil. Arbitrairement, je vais dire Vercel, je ne maîtrise pas forcément les impacts en tarification, ni ce qui est possible ou pas. Je n'ai pas l'expérience de ça. Bon, ben voilà. Voilà la responsabilité au niveau front-end de l'arbre de décision de choix en fait qu'il faut faire. Alors qu'avant, c'était le monolithe qui imposait un thème. Genre Magento disait c'est où va. Maintenant, c'est celui qui a sur Magento. Sur Drupal, il y aurait un twig. Voilà, c'est imposé, il n'y a pas de réflexion ou de décision à prendre. Il n'y a que de la micro-décision sur des petites librairies pour faire un slideshow, un carrousel et machin, etc. Mais c'est du micro-détail par rapport à l'importance de ces choix-là, qui eux vont impacter 3 ans de roadmap et la fameuse dette technique qu'on va constater sur le front. Donc sujet critique, parce que alors c'est pas fini, donc par rapport à ça, on évoque souvent la JS fatigue, la JavaScript fatigue, qui est effectivement un univers, où tout change tout le temps, quoi. Il y a tout le temps des nouveaux frameworks, des nouvelles versions, il faut que les développeurs, ils testent, on les sollicite pour dire: «Vous avez testé la dernière version de ceci, cela?» voilà. Aujourd'hui, il y a la IA fatigue aussi, parce que dire: «Mais comment ça se fait que tu fais du front, que tu n'utilises pas Claude pour nous générer les composants?» Interroger le MCP de Figma, tout déduire. Donc il faut aussi que les dev front soient au courant de ce qu'ils pourraient faire avec de l'IA et des MCP pour pas paraître pour être des idiots, et donc il y a un temps de veille aussi par rapport à l'IA. Et puis aussi, il faut qu'ils maîtrisent tout ça, les animations CSS, les outils de cartographie, les web core vitals, les RGPD, l'accessibilité, les contraintes ou les prérequis SEO. Alors l'éco-index, je l'ai vu quelques fois, mais non, c'est aussi une préoccupation de pas gaspiller l'énergie du navigateur à générer du front. Les progressive web apps, tout ce qui est offline, notifications, et cetera, et puis la partie infra, et cetera. Voilà tout ce qu'on demande à un dev front. Finalement, c'est plus qu'un dev back aujourd'hui. Il y a une inversion de complexité qui a opéré dans notre industrie. Ce qui a créé des nouveaux métiers dans le front-end, donc ça aussi, on le sous-estime, on pense que les fronts sont des fronts. Alors, voir que des full stack sont très bons en front-end, alors que non, il y a des ultra spécialisations maintenant sur le front, entre les fronts plus sur la partie style et composants, qui ont beaucoup de choses à apprendre et à maîtriser, ou les fronts qui sont plus sur la partie non visible de l'iceberg, branchement des API, système de cache, organisation des composants, réutilisabilité des composants entre les différentes pages, etc. Il y a à peu près 4 métiers, je ne vais pas vous les détailler aujourd'hui, qui se dessinent dans le front, et puis certains super héros qui arrivent à faire tout. Ils sont rares. Bref, faut pas sous-estimer le front-end. Voilà, tout a explosé. Complexité, nombre de décisions à prendre, risque de dette technique, voilà, l'expertise, et cetera. Ça, c'est en tout cas un cas classique de projet composable, qui après 2-3 ans, finalement ont des frictions. Le front-end est toujours un sujet. Et j'aborde un autre sujet qui, là aussi, est quasiment toujours présent, c'est celui de l'éparpillement des données dans le composable. Alors, qu'est-ce que j'entends par éparpillement de données? Je vais partir du cas pratique du produit, la fiche produit qu'on a sur un e-commerce. Et de comment la donnée se transite et se construit jusqu'à arriver sur le front-end, soit dans la fiche produit, soit dans la liste produit, soit dans des recommandations de produits, parce qu'il y a plusieurs endroits où on a des produits qui viennent s'afficher sur un e-commerce. Généralement, il pourrait y avoir un ERP dans l'entreprise qui a besoin d'avoir les produits pour faire les devis, les factures, gérer les entrepôts, les boutiques, etc. Donc généralement, c'est des catalogues un peu bruts. API ou pas API, si pas d'API, c'est des exports fichiers. Si une API, souvent c'est du SOAP parce que c'est des systèmes un peu anciens, etc. Donc là, on imagine que l'ERP va venir alimenter un PIM, si on en a un, et que c'est dans le PIM qu'on va enrichir les produits, les descriptions notamment, peut-être rajouter des images, rajouter des catégories pour catégoriser les produits, etc. Et que quand ça c'est prêt, notre PIM, qui est là plutôt pour être multicanal, pour faire du web, du print ou d'autres usages, export, ou ça, soit API, soit export, vers le CMS et le e-commerce, parce que les deux pourraient avoir besoin de produits pour des raisons différentes. Le CMS pourrait avoir besoin de produits parce que l'enrichissement qu'on a fait dans le PIM, ça suffit pas. L'équipe e-merch, comme on dit, ou marketing, a besoin
de faire des pages d'atterrissage qui viennent associer des produits entre elles. Ils ont besoin même parfois dans certains produits de rajouter des call to action, des vidéos d'illustration qui ne sont pas dans le PIM. Donc, ils pourraient avoir besoin des produits dans le CMS pour faire de l'enrichissement supplémentaire par rapport à ce qui était dans le PIM. Et le commerce a aussi besoin de produits, juste les données minimales pour assurer la vente. Donc, le titre, les SKU, les types de quantités, les variantes, enfin, etc. Et aussi des synchros prix stock. Soit le commerce a besoin du prix stock parce que c'est le commerce qui va porter le moteur de discount, par exemple. Soit parfois c'est le RP qui joue ce rôle-là, qui a un moteur de discount, parce qu'il n'y a pas que le. Il y a des commandes par téléphone, par exemple, qui ne sont pas par digital, et c'est le RP qui porte ça. Ça peut arriver aussi. Mais bon, je prends le cas de figure où on vient synchroniser les prix des stocks parce que le RP en a besoin. Et derrière ça, il y a le moteur de recherche qui lui est utilisé pour l'autocomplétion. Parfois même pour les listes avec les facettes, les filtres, les paginations, etc. Qui lui a besoin de tout, en fait. Il a besoin de tout ce qui a été rajouté dans le CMS, plus ce qui était déjà là, de tout ce qui a été rajouté dans le commerce. Si c'est pas dans le commerce, c'est dans le RP, peut-être d'aller chercher les prix et les stocks, ou éventuellement dans la recherche, il n'y a pas les prix, et quand on fait des filtres par prix, c'est un prix de référence, et puis on n'a pas les prix live, on n'a pas les discounts. Voilà à peu près le cycle de vie qu'on a sur un produit. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est rare d'avoir quelque chose d'aussi mature, même si déjà ça paraît compliqué. Mais il y a beaucoup de frictions qui font qu'il y a des contournements par rapport à ça qui posent des problèmes. J'y viens. Donc, pour illustrer ça, là j'ai illustré la fiche produit où voilà, où en gros, on s'attend à avoir des catégories qui viendraient du PIM. Mais parfois aussi, le PIM, ça suffit pas. Alors, c'est dans le CMS qu'on va recréer la navigation et faire le mapping avec ce qu'il y a dans le PIM. Parce que l'équipe marketing n'est pas contente de ce qu'elle a dans le PIM. Et qu'elle ne peut pas le modifier. Donc le nom du produit, ok, ça devrait venir du PIM. Rarement surchargé, ça. Bon, ce serait bizarre, à part que ce soit un nom trop technique, que dans le CMS, on a envie de le nommer autrement, de venir surcharger le titre. Les prix, ça pourrait être le commerce ou le RP. Les images, le PIM, le DAM. Les descriptions, c'est plutôt le PIM. Soit si dans le CMS, on vient enrichir ou écraser les descriptions du PIM jugées pas satisfaisantes. Et les suggestions en bas, soit ça vient du PIM sur des produits associés, soit ça peut être un moteur de recommandation externe, soit parfois le moteur de recherche qu'on a utilisé, si on a Algolia ou OpenSearch, qui sont capables de nous faire des produits par proximité, on va dire. Voilà. Mais je parlais de friction tout à l'heure pour le cycle de vie d'un produit, donc ça peut ressembler à ça. Ça peut ressembler par exemple à un ERP qui a un catalogue produit qui est incomplet. Donc on va plutôt lui demander d'exporter des fichiers, puis on va créer d'autres fichiers à côté pour compléter ce qui est dans l'ERP. Ou l'ERP qui est en cours de migration. Mais l'ancien est incomplet, le nouveau n'est pas disponible. Le PIM ou les catégories ne conviennent pas, parce que c'est une organisation de catégories un peu administrative qui ne correspond pas à la saisonnalité du commerce, où on a besoin de faire créer des catégories à la volée, fête des mères 2026 pour Interflora, qui nécessite une vélocité et du changement très régulier que le PIM ne peut pas supporter, parce que lui, il est plutôt à un rythme lent. Donc ça amène des contournements. Si les catégories, on doit les gérer ailleurs, est-ce qu'on les gère dans le CMS? Est-ce qu'on va faire un back-office à côté pour gérer les catégories? Souvent aussi dans le CMS, on gérait les images. On venait importer, mais ça ne suffit pas parce qu'on n'a pas les bons formats, on n'a pas les WebP à la volée, on a besoin d'avoir du resizing, du crop. Donc hop, parfois le DAM non plus fournit pas ça, donc on va avoir besoin d'un Cloudinary ou d'un système en fait qui est capable de faire de l'exposition d'images avec du resize à la volée, etc. Donc on va venir rajouter des choses qu'on sort d'un outil pour le mettre ailleurs. Voilà. Et puis parfois il y a aussi du CRM là-dedans, où des données sont éparpillées entre le ERP et le CRM, notamment la donnée utilisateur, pour l'omnicanalité. Où on a besoin d'utilisateurs dans le commerce, mais il y a des utilisateurs qui ont passé des commandes physiques dans les boutiques, par exemple, que le commerce va devoir aller chercher pour faire le rapprochement de comptes. On se rend compte que c'est pas si simple que ça, qu'il faut aller faire du rapprochement avec son CRM, voire son ERP. Et ça, c'est du développement spécifique qu'on n'avait pas prévu au départ et qui crée des frictions dans les plannings, les complexités, etc. Les discounts aussi. Souvent, on pense que le commerce va nous permettre de gérer le discount, puis on se rend compte qu'en fait, c'est pas exactement toutes les règles qu'on voudrait sur les fidélités qui sont couplées avec des moteurs de fidélité tiers, notamment.
ou de la granularité, je ne sais pas, des messages qu'on voudrait donner à l'utilisateur. Votre code promo a expiré depuis une semaine, et pas juste il a expiré. Donc, savoir depuis quand il a expiré, et en fait, le système e-commerce ne le permet pas. Donc, on va aller chercher une autre brique de discount qui est plus granulaire dans la qualité des messages fournis à l'utilisateur pour avoir une meilleure expérience utilisateur, typiquement. Bref, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la gouvernance des données et de bien réfléchir chaque décision de quel est le rôle de chaque brique et où est la donnée et pourquoi elle est là. Souvent, il y a plutôt de la réaction, de l'effet de surprise dans les projets. Dire: «Je pensais que j'allais pouvoir faire ceci ou cela avec, le RP, le CRM, le PIM, le CMS ou» et en fait non, il y a un bloqueur quelque part, il faut trouver une alternative et les alternatives amènent à ce spaghetti, voilà, si ça n'a pas été bien réfléchi et plutôt géré dans l'urgence et l'émotion. Dernier focus, c'est, la multiplication des licences et des solutions éditeurs. Alors, j'ai fait un petit exercice avec Claude. Je lui ai demandé de me faire un prévisionnel budgétaire sur 3 ans, avec un faux e-commerce, 10 millions de CA, 3 pays, 10 de croissance par an, panier moyen à 200 €, avec un content full, un commerce tools, un Algolia, un Adyen, un avis vérifié, un Cloudflare, un Elastic, un Spot, un AWS. J'aurais pu en rajouter 5-6 derrière. Je pense qu'il y a des représentants de certains éditeurs. Alors, vous allez peut-être être effrayés par ce que dit Claude en disant: «C'est faux» ou «C'est pas si faux», je sais pas. Donc voilà le tableau qu'il m'a fait. Voilà et effectivement, c'est plus ou moins vrai, plus ou moins faux de partout parce qu'il y a énormément de nuances dans les règles de calcul de pricing de ces solutions-là, qui nécessitent justement, d'être très sachant, quand on est responsable des achats ou qu'on est, responsable du digital et qu'on a un budget à tenir sur 1 an. Donc on nous a dit, «Voilà, il y a 105 000 € de budget licence, débrouille-toi avec ça». Il va falloir être très sachant sur la compréhension des modèles économiques de tarification de chaque solution d'éditeur. C'est très, très important. Pour être sûr de faire les bons choix, de comprendre, comment ça marche, de se projeter sur 3 ans par rapport à ce qui pourrait se passer dans la croissance au bout de 3 ans, de comprendre les fonctionnalités ou les limitations fonctionnelles par rapport à ce qu'attendent les gens du marketing et cetera. Donc c'est un niveau de connaissance, souvent, on ne sait pas où le situer. On ne sait pas si les achats, c'est possible pour eux parce qu'en fait, il y a trop de technicité dans la compréhension. L'équipe tech, il y a trop de technicité dans l'ingénierie financière et puis ils n'aiment pas trop ça, parler finance non plus. Donc c'est plutôt une direction technique à prendre ces sujets-là, une direction technique pas trop technique et plus, achat et qui a l'habitude de faire de la négociation, de comprendre en fait, ces sujets-là. Pour prendre un petit exemple d'un impact, je vais prendre l'impact, par exemple un listing produit. Un listing produit, on l'avait jusqu'ici, dans, Commerce Tools par exemple, parce que ça nous convenait bien et donc on sous-exploitait Algolia ici qu'on voit qui est peu cher. Bonjour mon fils. On sous-exploitait Algolia en fait qui est, assez peu cher parce que, je pense que Claude a compris que j'allais utiliser Algolia uniquement pour l'autocomplétion. Et que la liste produit était gérée par Commerce Tools. Il se trouve que les équipes, marketing, ils ont vu une fonctionnalité dans Algolia, géniale, qui permet pour une catégorie, par drag and drop, de créer des règles pour booster, le positionnement d'un produit. Pour dire quand je suis dans ma catégorie, t-shirt, sport, je veux que tel et tel et tel produit, ils arrivent en premier, même si c'est pas exactement, le tri attendu, quoi. Voilà. Qu'on appelle du searchandising, voilà. Donc ils adorent la fonctionnalité. Alors il va se passer quoi? On était là et on va faire ça. Donc là, j'ai rajouté 50K à peu près. J'ai pas baissé ma facture Commerce Tools parce que j'ai juste pas exploité une des capacités de Commerce Tools, mais qui n'influence pas en fait la tarification. Je l'utilise plus. Et à côté de ça, je vais utiliser dans Algolia une nouvelle fonctionnalité qui soit a un coût individuel, soit va influencer le trafic. Dans la tarification, généralement, il y a le nombre de hits, hein, le nombre de fois où on appelle l'outil. Et donc Algolia va passer de je fais que de l'autocomplétion à je génère tous les listings. Listing, filtre, tri, pagination, etc., etc. Donc de quelques hits à fois 100, fois 1000 en nombre de hits. Donc c'est là où la facture va exploser, et puis on a l'effet de surprise, on n'a pas vu venir. C'est un classique, ça je le vois à peu près tout le temps. Donc bref, il ne faut pas sous-estimer l'effort et l'impact des négociations autour des vendors et surtout la culture et la compréhension des modèles économiques. Ça, il faut que quelqu'un dans l'équipe interne, prestataire, peu importe, mais ait la connaissance exacte de toutes les roadmaps, les fonctionnalités et les impacts en fait sur les tarifications.
Alors, c'était un peu le cas avec les monolithes parce que les Magento ou les PrestaShop à l'époque avaient quand même des connecteurs avec Adyen, avec Algolia parfois, etc. Donc, il y avait quand même ça dans le besoin de pilotage de licence. C'est juste que là, on en a plus qu'avant. Donc, ça demande plus d'efforts. J'avais prévu un focus organisation. Je vais avoir peu de temps pour ça. Ça pour dire que souvent aussi dans les organisations, on a des frictions qui viennent de la façon dont les équipes sont organisées en interne et les roadmaps et les silos. Avec une IT qui a sa roadmap sur le RP, sur justement le PIM qui est côté voilà. Le marketing qui a sa roadmap de rollout, de saisonnalité, donc qui est très très volatile à la journée, on va dire, avec faire des campagnes à la journée. Les achats qui ont besoin de budget annuel, là où on a du budget cloud avec de la des budgets qui fluctuent avec le temps qu'on n'a pas prévu. L'équipe data qui a sa roadmap interne et qui va demander des données du e-commerce et le e-commerce qui va leur demander des données, mais dialogue difficile. Et j'aurais pu en rajouter d'autres ici comme ça. Et parfois, pour certains sujets, même techniques, on ne sait pas très bien qui est responsable du sujet. Si je prends le CDN, genre un Cloudflare, l'IT va dire non, ça c'est nous, parce que le CDN, c'est anti-DDoS, anti-WAF, il y a le nom de domaine qui est associé avec les certificats, machin, ça c'est un sujet IT qui est très très structurant au niveau du système d'information. C'est un point d'entrée en plus chez nous au niveau sécurité. On ne veut pas laisser ça dans les mains du e-commerce. Voilà. Donc c'est nous l'IT. Mais l'équipe e-commerce va dire ah non, non, mais nous, on a besoin d'avoir la main aussi, parce qu'on fait de l'invalidation de cache, on va s'en servir pour faire des redirections à la volée, voire fournir des images, parce que Cloudflare nous fait du resize d'images aussi. Donc il y a des fonctionnalités de Cloudflare qui vont nous intéresser fortement. L'équipe marketing va dire non, non, mais aussi nous, les redirections, c'est nous, c'est pas digital, c'est nous les redirections. Et les achats vont dire attends, là le CDN il facture au trafic. Comment on peut prédire le trafic en fait? C'est pas. Avant on avait un varnish, on l'hébergeait, ça changeait pas quoi. Le budget là, on a un budget variable, donc ça ne va pas du tout. Donc juste un sujet comme le CDN peut stigmatiser les problèmes d'organisation. Il y en a d'autres comme ça. On va prendre le PIM, le CRM, la data, entre la data du produit et la data du système d'information. Est-ce que c'est le même sujet data ou c'est deux sujets data différents? Voilà, et c'est ça souvent qui entraîne ces spaghettis décisionnels, parce que ici on voit qu'il y a des zones réservées, en fait, avec des roadmaps qui sont désalignées. Des silos de communication, des silos organisationnels et décisionnels en termes de hiérarchie, et puis des roadmaps rapides, moyen rapides ou lentes, à juste titre, dans tous les cas. Donc voilà, très souvent, ça s'observe. Donc après, qu'est-ce qu'on fait de cette information? On va dire, bon, bah, est-ce qu'il vaut mieux faire une équipe autonome qui réintègre tout, qui réintègre des décisions IT, marketing, data, machin, un peu idéaliste, idyllique, j'allais dire, voire naïf. Est-ce qu'on aligne tout le monde sur la roadmap digitale? Pourquoi pas? C'est-à-dire que c'est la roadmap digitale qui pilote les autres roadmaps. Pourquoi pas? Mais là, il faut qu'au niveau de la direction, on ait décidé que le digital pilotait l'entreprise et que ce n'était pas secondaire pour que les autres s'alignent. Si c'est pas le digital qui pilote, que c'est juste, j'allais pas dire un caprice, mais un sujet qui est dans la priorité 12 par rapport au reste du monde, ça va pas arriver ça. Personne ne va aligner sa roadmap sur le digital. On va plutôt avoir envie d'aller à gauche, dire bon, l'équipe, on va la rendre un peu plus autonome dans la mesure du possible, avec quelques garde-fous quand même. Bref, il ne faut pas sous-estimer que les organisations historiques, ils ont un impact sur les décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et que souvent on prend des décisions par rapport à l'organisation et pas par rapport au produit. Je ne vais pas revenir sur là, j'ai remis un peu en vrac, vous aurez le replay ou si vous avez accès aux slides, toute la synthèse de tout le catalogue des frictions techniques qu'on peut rencontrer. Alors j'ai pas, par exemple, j'ai pas détaillé les mauvaises exploitations des solutions headless, souvent sous-exploitées ou mal exploitées. Ça se fait. L'effort back-end, ça sera un autre webinar. Les silos mobiles, on pensait réutiliser les API, mais en fait non, on va refaire un back-end que pour le mobile. Ça c'est un grand classique aussi. Et sur l'organisation, j'ai parlé des deux premiers. J'ai pas parlé des frictions RH sur la peur du changement des équipes internes qui font parfois du PHP ou pas du cloud depuis très longtemps et qui ont une appréhension à aller vers ce nouveau monde, j'allais dire, et qui ne savent pas comment se positionner en termes de RH, entre partir, entre se faire aider par de la formation, etc. Ou au contraire, sont très excités par ces opportunités-là et ont très très vite envie d'arrêter de maintenir le legacy historique et d'aller faire du JavaScript.
Mais c'est pas anodin l'impact RH, que là aussi souvent ça peut impacter les décisions, qui peuvent être plus ou moins novatrices ou conservatrices en fonction des humains en fait qui composent les équipes et de leur, appréhension, sur leur propre plan de carrière, par exemple. Ou leur capacité à réussir ou à échouer par rapport à la mission. Alors on peut se poser la question dans tout ça, est-ce que c'est les problèmes organisationnels qui provoquent les frictions techniques ou c'est les frictions techniques qui provoquent les frictions organisationnelles? Dans quel sens ça marche? Moi, j'ai plutôt observé dans les 2 sens, avec une sorte de cycle, en fait, et on sait plus très bien quels sont les déclencheurs, en fait, et au bout d'un moment, c'est pas important de savoir quels sont les déclencheurs. On voit que les problèmes techniques, la dette technique et cetera, ça crée des problèmes organisationnels, des frictions dans la discussion, des difficultés à prendre des décisions, et quand on a des difficultés à prendre des décisions, on ne prend pas toujours les bonnes, ou on les prend au pied du mur et ça recrée des problèmes techniques, et donc c'est compliqué de sortir de ce cercle vicieux où la technique influence l'organisation et vice versa. Dernière slide, c'est, recos et conseils, 360°. Il y a beaucoup trop d'informations pour toutes les données ici. Au niveau direction, dans les grandes lignes, il faut préparer l'organisation. C'est le premier conseil que je donnerais sur les CTO, CEO, CMO et cetera, c'est de préparer, de prendre le temps, quelques semaines, quelques mois, pour préparer l'organisation à accueillir un projet digital composable ou hybride entre, monolithe composable et microservices, mais qui en tout cas change de génération, de culture et qui voilà, peut avoir des incompatibilités par rapport à l'ADN et l'organisation historique de l'entreprise. Accepter de l'aide externe, souvent quand on a tout fait soi-même, do it yourself, on pense que l'aide externe ne sert à rien. Là si, quand il y a des révolutions, des changements de ce type-là, c'est vraiment l'occasion d'aller chercher du retour d'expérience, en externe, de se faire aider. Se faire aider par des consultants qui ne soient pas, opinionnés ou orientés par une solution technique plutôt qu'une autre, une architecture plutôt qu'une autre, mais qui soient le plus agnostique possible. Et pour les solutions techniques, d'aller chercher des experts au moment où on en a besoin. Donc, quand on est sûr que c'est du Commerce ou Algolia ou je sais pas quoi, d'aller vraiment chercher de l'aide à ce moment-là pour, accompagner les ateliers techniques, les spécifications, faire de la code review, aider les équipes au moment où il y en a besoin. Ça c'est important et ça peut aussi rassurer beaucoup les équipes. Envisager des migrations progressives plutôt que des big bangs parce que, plus on fait des petits succès progressivement, plus on montre qu'on est capable de travailler collectivement, de livrer des choses et de ne pas être pris au piège de l'attente, de 2 ans en fait, d'avoir quelque chose qui part en production qui possiblement est déceptif par rapport à ce qu'on avait avant et de refaire un pas en arrière. Bon, partager avec des confrères, voir des webinars, hein, ça c'est bien. Voilà, et après pour chaque corps de métier, il y a aussi des certain nombre d'acceptations et de deuil à faire. Pour les techs, il va falloir accepter le côté API first, plus avoir un monolithe et de, prendre des décisions, parfois très impactantes. Cette nouvelle complexité qu'on n'avait pas avant. L'IT, il faudra accepter d'aligner certaines roadmaps ou de fournir des ressources dédiées au digital pour avoir des gens compétents et disponibles qui sachent répondre et débloquer les situations, quand elles se présentent et aider à autonomiser. On parle aujourd'hui de platform engineering, c'est-à-dire où l'IT met à disposition des équipes digitales toute la boîte à outils pour les rendre autonomes, pour par exemple configurer un CDN, mais leur interdire de faire des bêtises. Voilà. Donc, donner aux équipes digitales, toutes les interfaces et les outils pour que l'IT soit inutile quelque part, à part gérer l'outil, et pas un frein, ou une entrave en tout cas à la roadmap ou à la faisabilité des actions. Bon, l'équipe marketing a quelques deuils aussi à faire. Oui, avant, il y avait des back office pour tout. Maintenant, c'est pas le cas. Maintenant, parfois, une redirection, c'est sensible. C'est entendable un lot de redirection avec, des slash étoiles, des expressions régulières, et cetera, soit pas juste en back office et que ça passe par une validation technique, donc un ticket sur Jira. Voilà. Bon, l'équipe RH, il faut être prêt à généralement, ils sont prêts, l'équipe RH, dès qu'il y a des changements, à se dire: «Voilà, on change», ça peut être un changement parce qu'on va à l'international, qu'on a acheté une entreprise, peu importe, mais ça crée toujours des remous, en fait, en interne. Et les achats aussi, être prêts à des nouveaux modes de contractualisation, plutôt d'un gros cahier des charges avec un gros build, puis après un run, plutôt des petites commandes successives pour, tester des prestataires sur du conseil, sur des MVP, heu, aller chercher des experts à la demande sur des petites missions, donc d'éclater en fait, la grosse commande à un seul prestat qui est censé savoir tout, à peut-être plusieurs prestataires sur des plus spécialisés, quoi. Voilà. Ou aussi de la régie, ponctuelle, ça peut être aussi le cas, ouais. Et j'ai terminé avec un peu de retard, ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Si pas de questions, je vous souhaite un
un bon appétit. N'hésitez pas évidemment par email ou LinkedIn à venir me questionner. Ah, la date du webinaire backend? Ah. On peut programmer ça. À bientôt.